train, il n'y avait aucun train pour venir vous rejoindre. Donc, mille excuses. Donc, ça va être peut-être un peu moins fluide que ce qu'on aurait souhaité avec Emmanuel et Mathieu. Ce qu'on avait prévu, si les choses s'étaient déroulées normalement, c'est que je commence par quelques mots de présentation générale et théorique, et puis d'enchaîner avec, en laissant la parole dans un premier temps à Emmanuel et à Mathieu dans un second, pour dialoguer et essayer d'engager une discussion à trois pour mettre en évidence la manière dont chacun, avec leur poétique et leur rhétorique spécifique, Emmanuel et Mathieu, représente, ou plus exactement exprime l'argent. Je vais revenir sur ce terme qui, si on le prend au sens plein et entier, est effectivement peut-être le plus adapté aux propos de ce jour. Et j'espère que, comme je n'ai pas pu suivre les discussions de ce matin, que tout cela sera à peu près raccord. Donc, comme Boris l'a dit, moi je suis maître de conférence en littérature française à Bordeaux-Montaigne. Je travaille depuis quelques années sur les rapports entre économie et littérature. Alors je suis entré dans le sujet par l'intermédiaire de Balzac, plus exactement la dette, le crédit chez Balzac, non pas traité comme un objet thématique, mais comme un objet poétique pour montrer, je vais y revenir, la manière dont le crédit et plus largement les structures financières non seulement informaient les mentalités, mais informaient le récit pour devenir une véritable matrice poétique. Alors, si on commence par ça, par poser quelques éléments sur les rapports entre l'art du récit et l'art de la finance ou l'art de l'économie, le mot art devant être entendu à la fois dans son sens étymologique de technique et évidemment d'esthétique. Longtemps, l'économie d'ailleurs est restée un art, ars, une technique avant de gagner ses galons entre guillemets de science. Et longtemps, on a vécu, et sans doute peut-être toujours, sur une opposition proverbiale, sans doute un peu surconstruite, entre, d'un côté, pour rester sur des grandes catégories, le littéraire, et de l'autre côté, l'argent, l'imaginaire ici, le prosaïque là, la sensibilité d'un côté, le rationnel économique de l'autre. En fait, et c'est assez intéressant que d'un point de vue civilisationnel, cette dichotomie se soit aussi puissamment ancrée dans les représentations, parce qu'elle ne correspond pas du tout historiquement au dialogue que ces deux ordres de discours, pour reprendre les termes de Foucault, ont pu entretenir. Et il suffit, sans remonter trop loin dans l'Antiquité, où pourtant il y aurait beaucoup de choses à dire, il suffit de regarder la manière dont au XVIIIe siècle, il existe une véritable continuité entre ce qu'on va appeler de manière anachronique la science des textes, la future linguistique, et ce qui est en train de devenir la science économique. Et le premier signe de ce lien de réciprocité, d'un côté entre l'ordre économique et financier, l'argent, le signe monétaire, mais aussi plus globalement les agencements des objets et des flux économiques, donc d'un côté, et de l'autre l'ordre de la parole, le signe linguistique. Donc ces deux ordres-là sont traités et théorisés par les mêmes philosophes, les mêmes penseurs. Alors je vais pas vous assommer avec une litanie trop longue, mais c'est Locke à la fin du XVIIe qui, avec son essai Two Treatises of Government, écrit d'un côté donc sur l'économie politique et de l'autre côté publie un essai concerning human understanding qui est sur le langage. Voltaire qui va publier dans le dictionnaire à la fois une notice économie politique et une notice économie de parole. Et puis on continue, Smith qui publie la fameuse Richesse des Nations d'un côté, après avoir publié des considérations sur la première formation des langues,
Condillac, même chose, publie un traité sur l'origine des connaissances humaines où il parle beaucoup de langues et évidemment toute son œuvre économique. On pourrait continuer avec Turgot qui rédige l'article étymologie dans l'encyclopédie en produisant à côté l'œuvre que l'on sait dans la pensée physiocratique sur le plan économique. Donc il y a un véritable dialogue et à partir du 18e surtout, on a un parallèle très puissant entre le signe monétaire et le signe linguistique. Une dialectique qui est tout à fait réversible d'ailleurs, soit qu'on prenne le signe linguistique comme modèle de la monnaie, soit à l'inverse, qu'on utilise la monnaie pour penser le signe linguistique. Alors ça, on le retrouve chez Bacon, on le retrouve chez les mercantilistes, et Foucault a des belles analyses là-dessus. Je vais très vite, volontairement, parce que l'objet, c'est pas de faire une conférence universitaire là-dessus. Et puis, bien entendu, chez Saussure, où on a ce développement très important dans sa théorie, où il utilise le signe monétaire véritablement pour fonder la notion de valeur linguistique. Et on pourrait aller très très loin pour voir les conséquences de cette fondation commune de la science économique et linguistique. Et au fond, peu importe que la monnaie soit l'objet qui informe le langage ou inversement, il faut vraiment comprendre que les deux interagissent parce que le langage et l'argent constituent les deux vecteurs de l'échange, c'est-à-dire de ce qui caractérise l'humanité en tant qu'elle est humanité. Et ça, je pense qu'il y a une espèce de point nodal fondateur qui est absolument important. Deuxièmement, il faudrait passer un petit peu de temps, mais on y reviendra avec Mathieu et Emmanuel, sur l'importance de la fiction dans l'économie. L'économie politique est née en tant que science en se construisant sur des fictions. On se réfère évidemment toujours à Mandeville avec sa fable des abeilles, mais évidemment également à Smith et la fameuse main invisible, qui est une fiction tellement opératoire qu'elle va continuer dans le libéralisme et le néolibéralisme à socler la notion d'équilibre général qui reste un fondamental absolu de la pensée économique. Donc tout ceci fonde un socle, un lien souterrain qui va permettre, à partir du 19e, à ce que j'appelle le récit économique de se développer. Ce récit économique, on peut en dater l'émergence au 19e avec Balzac, qui vraiment va en donner la quintessence en quelque sorte. On pourrait aussi regarder la manière dont ça se développe chez Dickens. Alors, j'ai promis de pas être trop long, simplement trois caractéristiques de ce récit économique qui va se fonder au 19e, mais qui va courir à travers toute la modernité et dont on retrouve les invariants, y compris dans le récit cinématographique. Et on peut même dire qu'au XXe siècle, le récit cinématographique prend le relais d'un récit réaliste qui, d'une certaine manière, abandonne l'argent. Donc, trois caractéristiques, là encore, de manière un petit peu simplificatrice. D'une part, ce récit économique, il dépasse la vision moraliste de l'argent qu'on trouve au XVIIe siècle dans la comédie. D'autre part, il se caractérise par une reprise très très explicite et très spectaculaire de la représentation épique. C'est-à-dire qu'on va rédiger des épopées de l'argent et d'une certaine manière, on va trouver un peu ça chez Mathieu Larnaudie, on trouve ça très très puissamment chez Massini avec ses frères Lehmann, qui se donnent très clairement comme une épopée en vers libre, 1000 pages de vers libre. Une épopée, alors là aussi je cite Mathieu Larnaudie, un passage des Effondrés, où il est expliqué que l'on donne congé, je cite, aux personnages de ce genre de roman initiatique, retraçant la trajectoire de qui s'élève au-delà des plus ambitieuses espérances pour conquérir une place qu'il est impossible de ne pas désigner, voire de résumer par ce mot, le pouvoir. De manière très concentrée, là, Mathieu Larnaudie nous donne le programme
de l'argent épique, tel que le récit réaliste et le récit filmique vont le développer. On pourra reparler de Michael Mann tout à l'heure, Mathieu, qui, évidemment, s'inscrit dans ce que Lukács appelle une épopée dégradée. Hein. Lukács nous explique qu'on ne peut plus écrire au XIXe siècle des épopées comme au temps antique, justement parce qu'on est sorti de cette société organique. En même temps, dire l'argent sur le mode épique, c'est bien tenter d'énoncer un ordre du monde qui est fondé sur l'économie, qui est fondé sur la prise de risque, sur le pari. Alors évidemment, l'harmonie ainsi décrite est ambivalente, puisque elle est faite d'énormément de destruction, et puis il y a un côté schumpeterien derrière tout ça, hein, bien évidemment, mais en même temps, c'est une épopée qui est foncièrement énergétique, et qui va nourrir le discours de la modernité, hein, d'un projet bâtisseur qui incarne cette vision de l'homme, maître et possesseur de la nature. Donc, deuxième grand point, l'épopée. Le troisième grand point qui caractérise à mon sens le récit économique, c'est la notion d'équilibre, entendu au sens économique du terme, c'est-à-dire que l'action du roman, d'un point de vue narratif, est subordonnée à la nécessité du retour à l'équilibre. Je donne un exemple qui sera beaucoup plus explicite. Chez Balzac, dans la quasi-totalité des récits, c'est-à-dire dans tous les romans achevés, le récit s'ouvre avec une ou des dettes qui sont conclues par un ou plusieurs personnages, et le récit ne pourra se clore qu'une fois ces dettes, ou cette dette, remboursées. Alors évidemment, ce sont des dettes à la fois financières et morales, des dettes qui sont éminemment dramatiques, voire mélodramatiques, parce elles reposent sur des jeux très compliqués de mécanique financière, de dédoublement des créanciers, bon, etc., grâce à des instruments financiers complexes au XIXe. Mais ce qui est vraiment important, c'est que le récit, en quelque sorte, souscrit à la loi économique bourgeoise du tu dois. Il souscrit à la loi économique libérale de l'équilibre. Il n'est pas possible de ne pas revenir à l'équilibre de la balance dépenses-recettes. Yves Citon, je ne sais pas si Yves est dans la salle, mais écrit dans Lire, interpréter, actualiser, je cite, « Les récits fictionnels apparaissent comme des usines de retraitement permanent des valeurs qui peuvent tendre aussi bien à conforter le système de croyance que le lecteur porte en lui, et donc à reconduire les valeurs dominantes, qu'à les ébranler pour les orienter dans leur reconfiguration. » Là, dans le cas du récit réaliste du 19e, et je parle de Balzac, je parle de Zola, je parle de Flaubert, le romancier a... Alexandre, on ne vous entend pas. Est-ce que vous avez coupé votre caméra ou est-ce que vous avez un problème? J'ai des messages qui me disent que... C'est bon? Là, c'est bon. Le roman se fait donc en quelque sorte complice de l'Assomption et de la morale capitaliste. Ce modèle du récit réaliste va disparaître en quelque sorte de la littérature, d'abord parce que l'argent disparaît du roman, si je mets de côté la littérature de genre. Le nouveau roman rompt avec le vieux modèle balzacien, n'est-ce pas? Et puis, chez Gide, Valéry, on veut rompre avec cette double illusion fiduciaire d'un roman et d'une économie qui vit à crédit. Et ça, à partir des faux monnayeurs, finalement, on voit disparaître la question de la finance, même si les questions sociales restent dans le roman, mais c'est un autre sujet. Et, nous y voilà, et j'en finis, à la fin du XXe siècle, on voit ressurgir une littérature qui se saisit à nouveau de la question financière. C'est Don DeLillo, c'est Reinhardt dans Cendrillon, c'est Massigny avec ses frères Lehmann, et c'est bien sûr Mathieu Larnaudy dans sa capacité à reprendre le fait économique. Et ce qu'il y a d'absolument troublant et spectaculaire, c'est que là où le roman du 19e était complice en ramenant les comptes à zéro,
le roman de la fin du XXe siècle, ou le récit de la fin du XXe siècle, se caractérise par un refus de ce retour à l'équilibre. Et d'une certaine manière, assume absolument le déséquilibre. Alors ça pourrait nous emmener très très loin sur des théories économiques qui aujourd'hui posent cette question et remettent en question la notion d'équilibre général. Mais ça veut dire qu'on a des récits qui s'autorisent à laisser les dettes pendantes comme s'il s'agissait de rejeter le mythe ou la fiction de l'harmonie économique sur lequel, encore une fois, s'est bâtie toute la théorie économique et continue de se bâtir la théorie économique moderne. Donc, c'est très intéressant et je suis très heureux qu'Emmanuel Pirer et Mathieu Larnaudy soient là aujourd'hui pour qu'on voit où en est aujourd'hui le récit moderne, contemporain, dans sa capacité à exprimer l'économie et plus spécifiquement à exprimer la crise. Encore une fois, c'est pas raconter seulement, mais c'est cette capacité à faire ressentir au lecteur ce qu'il en est de l'économie moderne, ce qu'il en est de l'expérience d'un sujet économique qui est aux prises avec la dette, avec le temps de l'endettement, avec la chute des certitudes économiques et du rêve moderne, etc., etc. Donc, on aurait pu aussi bien commencer par Mathieu, par Emmanuel. On a choisi de donner dans un premier temps la parole à Emmanuel. Moi, j'ai une première question à vous poser. Et Emmanuel, alors évidemment, c'est pas au premier chef un récit économique que vous nous proposez avec féerie générale, mais il y a de l'objet économique absolument partout. On nous parle du management, de la grande entreprise, de l'industrie, de la consommation de masse, du revenu minimum universel, etc. Et ce qui est assez intéressant, donc c'est l'esthétique du collage aussi hein, qui est importante dans votre travail, mais la manière dont l'objet, le fait économique débarque dans le cours du récit sans crier gare sur un mode très arbitraire et qui donne au lecteur le sentiment que l'économie, elle est absolument partout. Comment vous avez voulu introduire l'économie? Est-ce que vous avez voulu faire un roman de la finance ou un récit de la finance, pardon? Merci Alexandre. Je ne sais pas si vous nous voyez, vous m'entendez? Ça va? Oui. Entendez pas, je vous entends pas trop, mais pas trop. D'accord. Peut-être que c'est ça le micro dont je dois me rapprocher peut-être. En effet, Féerie Générale parle d'économie un peu dans l'ensemble du livre, parce que nos vies sont pleines d'économie. En fait, ça me semble pas si étonnant. En revanche, la finance a une place quand même très spéciale dans le livre. Elle se situe, c'est comme si ça constituait des crochets en fait, entre lesquels se trouve tout le reste du récit. En fait, il est question de la finance au tout début et à la toute fin. Il en est question au début parce qu'elle se pratique à l'école entre les enfants et la maîtresse qui font des placements financiers. Et une petite fille refuse de faire de la finance, elle préfère faire de la peinture. Et ensuite, il y a l'économie, mais la finance a quand même un statut à part. La finance, c'est quand même le placement qui peut déséquilibrer toute l'économie réelle, en fait. Donc, la finance en tant que modèle de déséquilibre, je la mets au début, ensuite je la refuse. Il y a l'économie qui reste là normale, qui reste normalement comme dans toutes nos vies. Et ensuite, on retrouve la finance tout à la fin en essayant de résoudre le problème du déséquilibre qu'elle pose, en proposant une solution au problème que pose la finance. Et une solution que proposent eux-mêmes les traders. Je ne sais pas si je rentre tout de suite dans le détail de tout ça. Oui, peut-être, oui. Ok.
Alors ça implique un développement un peu plus long. Donc en fait, Féerie générale, on peut reprendre la question des titres dont on parlait ce matin avec Gabriele. C'était le projet pour moi. Enfin, souvent j'ai du mal à trouver les titres des livres, mais Féerie générale, c'était le projet de faire une féerie générale. Et c'était pas évident parce que c'était le moment de la crise financière justement. Il est sorti en 2012, donc je l'écrivais à partir de 2007-2008, quoi. Donc c'était vraiment pas le moment de la féerie, mais c'était quand même le projet. Voilà, donc il fallait trouver une solution pour ça. Et puis mon problème, c'était pas seulement la crise financière, c'était aussi mes livres précédents qui étaient beaucoup fondés sur l'ironie et sur le fait de recevoir des choses de la société comme des agressions et d'y répondre en fait. Donc aussi une manière de sans arrêt de prendre des agressions sociales et puis d'y répondre par la littérature. Et je voulais quitter cette manière d'être en porte-à-faux avec la société et d'être ironique sans arrêt. Donc je voulais trouver une manière d'être en accord et de faire ma féerie. Et j'ai repéré un problème. Et ce problème, pour moi, c'était celui du continu, en fait, des continuums, des réseaux. C'est comme ça que je l'ai identifié. Si bien que ma féerie, elle était plutôt sous forme d'îlot. C'est-à-dire que je repérais dans la vie quelque chose qui me plaisait, vraiment qui me plaisait beaucoup. Je le prenais, je le mettais dans mon livre. Voilà, et je faisais comme ça des petits îlots de choses. Et si je voulais lutter contre le continu, c'était parce que il y a plusieurs, enfin le continu pour moi recouvre plusieurs symptômes, plusieurs problèmes. Par exemple, la finance, la mondialisation en fait qu'on est complètement relié à l'ensemble du monde. Donc c'est assez, on a toujours l'impression, moi j'ai l'impression d'être prise dans des espèces de chaînes, quoi. Il y a le flux de l'information, il y a le flux d'Internet qui nous emmène à des endroits où on n'a pas forcément envie d'aller. Et puis, il y avait aussi les flux de mon propre cerveau qui correspond assez bien finalement au flux de ces réalités-là et qui me déplaît parfois. C'est une manière de toujours tout mettre en relation avec laquelle je voulais rompre pour cette fois, pour faire ma féerie qui était sous forme d'îlot. Voilà. C'était un peu ça le projet du livre. Et la crise financière, justement, et la finance, elle ne nous laisse pas tranquilles, en fait. Elle est capable de déséquilibrer, justement, l'économie réelle et par les flux intenses qu'elle met en place. Voilà, donc il fallait lutter contre ça. Donc j'ai décidé de ne pas trop en parler, puisque justement c'était le contraire de mon projet, la finance. Donc j'en parle quand même au début, juste pour dire qu'on ne va pas en parler, qu'elle va jusque dans l'école, en fait, la finance. Ce qui est un peu vrai quand même. Hein. Bon, il y a quand même des forces de la société économique ou financière qui vont jusque dans les écoles. La maîtresse fait du trading avec ses élèves, mais il y a une petite fille qui refuse. Et à partir de cette petite fille autonome qui refuse de faire de la finance avec les autres, qui est butée et qui ne veut pas accepter ce projet-là, ensuite on s'embarque dans le livre. On met des choses en place, on en profite pour aussi parfois mettre en place des motifs qui vont être anti-finance, justement. On fait comme si on ne pensait pas à la finance, sauf que par en dessous, discrètement, en fait, on met en place des petites armes. Par exemple, le rêve, par exemple. Il y a une collection de rêves dans le livre qui traverse. Voilà, des choses comme ça, des motifs de libération. Et il y a beaucoup de personnages, j'en étais pas tant aperçu que ça, mais à un moment, on m'a fait remarquer qu'il y avait beaucoup de personnages de petites filles autonomes. C'est les petites filles ou les jeunes filles qui insufflent quelque chose d'autonomie et d'indépendance, voilà, qui refusent les flux imposés. Et le livre cherche aussi à créer des relations. Parce qu'après mon projet d'îlot, ça n'a pas du tout marché en fait. Il y a un moment où le livre était sous forme comme ça de petits fragments indépendants, des petites filles comme des petites filles indépendantes, mais ça n'a pas fonctionné parce que dans mon cerveau, ça s'est à nouveau mis à se relier dans tous les sens. Et donc finalement, la féerie n'a pas été sous forme d'îlot, mais elle a été sous forme de nouveaux liens, des liens qui me plaisaient plus, qui étaient plus incongrus. Voilà, par exemple, il y a un passage sur le Nietzsche est-il halal, par exemple, qui relie Nietzsche et les questions de voile et de halal, une manière de mettre en relation des choses qui d'habitude ne sont pas mises en relation. Voilà, donc comme ça, en fait, en faisant comme si on ne s'apercevait pas de la finance alors qu'elle est là, bien sûr que les agences de notation peuvent mettre par terre des États. Enfin, c'était le moment de toutes ces dettes européennes et tout. Je trouvais ça terrible que des agences privées se permettent de noter des États et de pouvoir les écrabouiller comme ça.
Ça me paraissait vraiment monstrueux. Mais donc, on fait comme si on s'en apercevait pas, et on fait le pari de la vie plutôt, d'une vie qui ne s'occupe pas trop de ça. Et finalement, en fait, on forge des espèces de... déjà, on se renforce au lieu de se laisser écraser par ces choses. Et puis, on forge aussi quelques outils. Et le dernier chapitre, dans lequel on retrouve la finance, s'appelle « Comment être là ce soir avec les couilles et le moral ». C'est une formule que j'ai reprise à des rappeurs. Je trouvais que ça exprimait très bien en fait le moment où la situation est pas jolie. Voilà, c'est pas vraiment bien parti, mais on va quand même être là avec les couilles et le moral, avec bonne humeur et en essayant de faire les choses correctement. Donc le dernier chapitre s'appelle comme ça, et celui-là parle vraiment de la crise financière, en reprenant un motif en fait qui est celui de la maison, puisque vous vous souvenez que la crise financière de 2008, elle est partie de la crise des subprimes et des dettes infinies liées aux achats, au crédit immobilier en fait. Or, dans un livre précédent qui s'appelle « Comment faire disparaître la Terre », je m'étais occupée, en riant un petit peu, mais en comprenant quand même très bien les propriétaires, je m'étais occupée de l'achat de maisons. Je trouvais que c'était un motif très présent dans la société. Par exemple, Nicolas Sarkozy, à ce moment-là, voulait faire de la France, voulait faire une France de propriétaires. Les gens, il y avait sans arrêt des émissions de décoration à la maison, des décorations de maisons à la télévision. Voilà, ça semblait être vraiment la chose extraordinaire de pouvoir posséder une maison, de la décorer comme on veut, d'avoir une belle haie qui nous sépare du monde, du voisin, et puis de l'inquiétude du monde, en fait. Et bon, en même temps, on en riait pas mal, mais en même temps, moi, je trouvais ça quand même assez légitime de vouloir se protéger du monde par sa maison et sa haie, de pouvoir faire son barbecue tranquillement, comme le proposait aussi Épicure en son temps. Quelques amis, un bon jardin, et tout va bien. Voilà, donc... j'avais parlé de ce modèle de bonheur, en fait, dans Comment faire disparaître la Terre, et tout d'un coup, même ce modèle de protection, en fait, et de bonheur, il se trouvait sapé dans ses fondements même par la crise des subprimes, qui disait que même là où on avait voulu chercher de la sécurité familiale ou individuelle, etc., ou entre amis, eh ben, là aussi, il y avait un risque immense, en fait, qui pouvait tout mettre par terre. Voilà, donc le dernier chapitre part de ça, de cette crise-là, et à la fin, on trouve la solution sur la manière la solution pour arrêter avec la finance, hein, qui est proposée à la fin du livre. Et cette solution, je l'ai trouvée au départ dans le livre de Éric Rénard, Cendrillon, dont Alexandre a parlé tout à l'heure. En fait, il se trouve que j'ai fait des études de commerce. Éric Rénard aussi. Et donc, il y a un moment où dans ce livre-là, il va interviewer d'anciens collègues de son école, où il trouve un réseau de collègues qui lui permettent de retrouver un trader à Londres qui lui explique le trading. Et j'ai été très touchée par ce passage, peut-être parce que je retrouvais aussi mes anciens collègues, ceux qui faisaient de la finance à l'école de commerce. Moi, j'ai pas fait de la finance, j'ai fait ressources humaines. Voilà, ça, c'était très simple. C'était vraiment du bon sens. Il y avait absolument rien à apprendre, et moi, je voulais surtout rien apprendre. Donc, tandis que quand on faisait finance, il fallait quand même beaucoup travailler. Et donc, en fait, ce trader qu'il va interviewer à Londres lui donne la solution. Il lui dit, d'abord, il lui explique des choses très compliquées qu'on trouve dans le livre pour expliquer comment fonctionnent les mécanismes financiers, comment être un trader, sur quoi ça repose, la titrisation, etc. Et puis, à la fin, il lui dit... il lui dit autre chose assez amusant. Il lui dit, moi, je ne peux plus partir en vacances avec mes copains qui étaient à l'école avec moi parce qu'ils ne gagnent pas assez, en fait. Donc ceux qui sont dans l'économie réelle, ceux qui font ingénieurs, ceux qui font marché des entreprises, les chefs d'entreprise, en fait, ils ne gagnent pas assez pour partir en vacances avec nous, les traders, parce que nous, on gagne 5 millions par an. Et donc, en fait, il faut du coup les aider à payer, à partager le loyer de la location de vacances. Et puis, au bout d'un moment, c'est un peu gênant quand même quand on doit payer les vacances pour ses copains. Donc, au bout d'un moment, ils ne peuvent plus aller en vacances ensemble. Donc ça, je trouvais ça assez étonnant aussi, à quel point il y a une distorsion en fait même de revenus personnels. Et la dernière chose qu'il lui dit, c'est, mais il y a un moment, donc ça se passe vraiment pendant la crise financière, son livre, et il dit, il y a un moment où les gens vont s'apercevoir de ce qu'on fait, et ils vont tous descendre dans la rue, et ils vont mettre nos têtes sur des fourches.
Et dès que les gens vont faire ça, moi, dès que j'aperçois une fourche, j'arrête tout. je prends mes millions, je vais me mettre dans un coin tranquille, je pêche ou je fais je sais pas quoi, mais j'arrête la finance. Dès que j'aperçois la moindre fourche, je me retire du marché. Mais il est sûr que ça va avoir lieu, en fait. Il dit, voilà, les gens vont s'en apercevoir et forcément, on mettra nos têtes sur des fourches. Et là-dessus, j'ai fait une recherche, en fait, et j'ai trouvé... Enfin, pendant que je travaillais, je lisais des récits de... Enfin, je lisais pas des récits, mais des chats de traders qui sont en train de faire du trading, mais qui discutent entre eux pendant leur séance de trading, en fait. Et donc, j'ai beaucoup copié-collé ces discussions que je trouvais très marrantes, enfin, très, très énergiques aussi, assez drôles. Et puis, voilà, c'est l'avantage d'Internet de pouvoir entrer dans des univers de gens. Et j'ai retrouvé cette histoire de fourche plusieurs fois. Et donc après, j'ai fait une recherche et je l'ai retrouvée. Voilà. Donc je me disais que ça travaille en fait quand même dans les têtes des traders. Ils ne sont pas si sûrs que ça de leur fait. Et ils pensent qu'on va, au bout d'un moment, leur mettre la tête sur des fourches. Et puis je me suis aperçu aussi que donc je me disais qu'il y a quand même une sorte d'imaginaire de la Révolution française là-dedans. Et je me suis aperçue, alors je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, parce que j'ai arrêté de suivre le dossier finance depuis quelques années, parce que ça me passionne quand même pas tant que ça non plus, mais en tout cas que les traders français, ou que dans les écoles françaises comme Polytechnique ou comme la fac Dauphine, on a beaucoup inventé d'équations très compliquées, de modèles mathématiques qui servent à faire de la finance. Et donc je me disais, c'est intéressant parce qu'en fait, cet imaginaire de la... En même temps, on a des bons élèves voilà, qui ont fait beaucoup de maths, qui ont fait des classes préparatoires avec notre système français, etc. En même temps, ils ont fait aussi de la philosophie, puis ils ont peut-être aussi cet esprit français qui fait qu'on aime bien se tirer quand même parfois une balle dans le pied, ils ont quand même des scrupules et tout ça. Et puis il y a cet imaginaire de la Révolution française. Et peut-être que tout ça ensemble, ça donne la solution qui est mettez nos têtes sur des fourches, qu'on en finisse. Voilà, c'est comme ça. Et donc mon livre finit par une petite fourchette. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question pour ce qui me concerne à peu près. Le tour de la question, sans doute pas, parce qu'il y a pour ce qui me concerne moi-même. Plein de choses. Non. Ce qui est, on en parlait en préparant la rencontre. Il y a, alors à défaut de fourche dans le roman de Reinhardt, il y a une fourchette qui est absolument fondamentale, puisque l'un des avatars de Reinhardt, le Cendrillon est construit sur 6 ou 7 avatars de l'auteur lui-même, sur cette base. Que serais-je devenu si je n'avais pas rencontré celle qui devient son épouse? Et il imagine comme ça 7 variations, et l'un de ces avatars devient une sorte de criminel en série, mais avant cela va planter une fourchette dans la carotide de son père ou beau-père, je ne sais plus, qui incarne ce malheur bourgeois d'un petit, d'un représentant de commerce qui est évidemment aliéné, etc. Et en plantant la fourchette dans la carotide de son père, c'est effectivement cette aliénation capitaliste qui l'attaque. Et le fait que la fourchette revienne comme ça, comme cette révolte ou ce danger en bémol dans votre récit est vraiment intéressant. Et alors, en vous écoutant, je pensais à une chose aussi, c'est le statut très ambivalent du rêve dans Féerie Générale. On reviendra sur le titre, mais on a des rêves qui sont des échappées ou des tentatives d'échappatoire, et puis on a des rêves qui sont gangrénés. Il y a un rêve au centre duquel, je cite, il y a donc l'argent. Le donc évidemment est dans le texte. Le rêve, quel est son statut dans Féerie Générale? Je veux bien revenir sur la fourchette pour commencer, puis après je vais venir au rêve. En fait, dans le livre d'Éric Reynard, là, que je viens de relire, en fait, c'est encore pire l'histoire, parce que c'est le père lui-même qui se suicide avec la fourchette. Oui. En fait, c'est donc une situation où un fils souffre des malheurs de son père dans l'économie. C'est le moment des années 60-70, quand dans beaucoup de familles se passait l'ascension sociale et que les pères étaient dans les entreprises et que les mères étaient au foyer, etc. Et donc là, c'est un père qui rate sa présence dans l'entreprise, il a sans arrêt des problèmes, etc. Et son fils ne supporte pas ce ratage, en fait. Il entend les parents qui discutent, qui essaient de trouver des stratégies pour que le père s'en sorte mieux, etc. Et lui, la nuit, il angoisse d'entendre son père, le ratage de son père et ses parents qui ne cessent d'en débattre. Et au lieu de soutenir son père, il l'agresse sans arrêt.
Et cette agression finit par créer, dans une dernière scène, la mort du père par lui-même avec la fourchette. Pendant un repas de famille, ils sont à table tous ensemble, le père explique que là vraiment ça ne va plus du tout pour lui, et il se plante lui-même la fourchette, mais aiguillonné par son fils, voilà, qui se sent responsable du suicide de son père. Alors je ne me souvenais plus, mais en fait c'est vous qui me l'avez rappelé, Alexandre, et je pense que j'ai été impressionnée par cette image. Mais moi, celle dont j'ai parlé, c'est celle de 37.2 le matin, où Béatrice Dalle plante aussi une fourchette comme ça dans le bras d'un client dans une pizzeria où elle travaille, où le client est désagréable. Et alors le motif de la fourchette, parce qu'en fait, ce que j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est que dans mon écriture, en tout cas dans Féerie Générale, je prends beaucoup des motifs qui existent dans la société, des espèces de forces qui sont déjà là, et je les fais travailler ensemble en fabriquant une espèce de grande machine. Donc il y a des petites forces, il y a des grandes forces, et un livre, pour moi, c'est un ensemble de forces qui travaillent ensemble, et certaines gagnent et d'autres perdent, ou travaillent juste en arrière-fond. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, les traders, c'est une force qui est destructive, mais en même temps, à la fin de Féerie Générale, c'est aussi une force. Je n'invente rien, quoi. C'est eux qui proposent eux-mêmes de se mettre la tête sur des fourches, quoi, qu'on leur fasse. C'est pas moi qui le propose, c'est eux-mêmes. Donc c'est une force qui nous met à disposition, quoi. Et pour la fourchette, c'était au départ plutôt. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais je fais un petit détour parce que dans Féerie Générale, il est toujours question de notre rapport en tant qu'être un peu sauvage, qui n'a pas du tout envie de se plier à la société, et les représentations sociales ou les modèles sociaux dans lesquels où on est amené à se conformer, quoi, auxquels on est amené à se conformer. Et donc, il a été un moment question des manières de table, qui sont justement une façon de mettre en rapport notre sauvagerie qui aimerait bien se jeter sur le plat, et là, non, tiens-toi bien et respecte les manières de table. Et donc la fourchette, dans son invention, c'est une manière de ne pas prendre la nourriture pour la mettre directement de sa main à sa bouche, mais d'avoir un outil entre les deux qui nous met à distance ce sur quoi on aimerait bien se jeter, quoi, en fait. Donc normalement, c'est plutôt un élément de distanciation. Et Béatrice Dalle, ou le père qui se suicide avec sa fourchette, au contraire, reprennent cet outil-là pour en faire quelque chose de très violent, au contraire. Donc c'est un motif comme ça, un peu, qui est utile parce qu'il est à double face, comme la monnaie. Donc ça, c'est pour la fourchette. Et pour les rêves, pour moi, la collection de rêves, alors je ne me rappelle pas de ce passage où il est marqué « donc l'argent », là je ne sais plus de quel rêve il s'agit, mais les rêves, c'était justement lié au fait de ce rapport entre le réel et le virtuel, ou je ne sais pas si on peut appeler ça virtuel, la finance, mais enfin, quelque chose qui dépasse de loin la réalité concrète, quoi. Mais Internet pourrait jouer ce même rôle, en fait. L'endroit où les choses vont tellement vite que la réalité, les corps, la manière d'être, enfin, le concret, n'est jamais de taille pour résister, en fait. Donc, il me semble que Internet ou la finance, ça met en danger nos sensations, notre rapport au réel le plus simple. Et donc je me demandais comment faire pour lutter, en fait. Et le rêve, pour moi, c'est une manière de réagencer le réel de manière complètement très rapide, et aussi reprendre cet hétérogène et en refaire quelque chose de tout à fait nouveau, quoi. La littérature peut-être peut le faire aussi, mais le rêve, il me semble qu'on réagence les choses de manière assez efficace. Et puis il y avait aussi tous les motifs liés aux rencontres par Internet, enfin la real life en rapport avec les rencontres beaucoup plus excitantes qui ont lieu en fait sur les réseaux. Ça, j'avais trouvé ça que c'était un motif aussi assez drôle, voilà, où il y a aussi ces deux faces. En même temps, quand on rencontre le corps réel, tout d'un coup on se dit oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec ce bonhomme? Tandis que dans l'échange virtuel, il y a quelque chose de beaucoup plus rapide, quoi. Le rêve, c'est un peu ça, je pense, dans Féerie. De ce point de vue-là, le rêve, dans sa capacité, alors abouti ou pas, réussi ou pas, à réagencer le réel, partage cette fonction avec les histoires dans Féerie Générale. C'est
impressionnant de voir à quel point la question de la fiction, des histoires, du fait de raconter des histoires est omniprésente dans Féerie Générale. Alors évidemment, le fait que vous proposiez de réécrire du conte ou des contes dans des systèmes d'archipel finalement n'est pas étranger. Et dans Féerie Générale, en fait, là aussi, il y a plusieurs types d'histoires. Il y a du storytelling managérial qui tente de jouer comme une forme de propagande pour informer les esprits, alors qui réussit ou pas parce qu'il s'adresse ou pas aux bonnes personnes. Hein. Il y a des considérations qui relèvent de la pragmatique littéraire. Et puis on a des récits qui sont des contre-feux que certains personnages, rêvent ou pas, tentent de déployer pour justement substituer au monde et aux cruauté ou au discontinu de la finance, donc des récits qui sont, alors je ne sais pas s'ils sont consolatoires, mais en tout cas ils sont substitutifs. Et il y a une chose qui m'a vraiment frappé, c'est que notamment dans Nietzsche et Tilalal, on a une sorte d'empilement, de multiplication des récits, voire de prolifération des récits, ce qui fait que la fonction traditionnelle du récit, qui est, comme le dit Ricoeur, de créer un ordre, rassurant, au fond échoue ou échouerait en créant une infinité de récits et finalement du désordre. Et est-ce que c'est le désordre du monde asservi à la finance qui est ainsi évoqué ? C'est vrai que le récit, c'est aussi une manière de réagencer les choses. C'était un peu mes classes ou mes essais avec le récit dans Féerie Générale, en fait, parce que je voulais... je n'avais pas encore refait de roman, en fait. Mon but, c'était de faire un roman, et en 2012, j'avais toujours pas réussi. Et avec Chimère, qui est le livre suivant, 5 ans plus tard, j'ai vraiment fait quand même un roman avec plusieurs fils narratifs, mais qui se tissent et qui se poursuivent dans le livre entier. Tandis que dans Féerie Générale, en fait, c'est la construction. Il y a des récits, mais la construction, elle est plutôt de mettre en relation des récits, en fait. C'est plutôt comme quand dans une conversation... on discute avec quelqu'un et que on met en relation ce qui est arrivé à ta voisine avec ce qui est arrivé à mon père ou ce que j'ai vu à la télé sur une chinoise qui s'est fait allonger les gens, enfin n'importe quel motif, mais enfin ce que j'ai vu au journal télé, bon, tout ça, ce sont des histoires qu'on se raconte et qu'on met en relation dans la conversation. Dans la vie courante, en fait. Pour moi, c'est pas très expérimental, quoi, en fait. C'est plutôt ce qu'on fait dans la vie tous les jours, de raconter des tas d'histoires sur des tas de gens, et puis on essaie d'en tirer quelques règles pour conduire sa vie, ou voilà, on essaie de faire des déductions à partir de ces cas particuliers de manière un peu sauvage. Donc c'est plutôt comme ça que je le voyais. Et puis, donc je voulais pas trop créer de chaos. Moi, je voulais plutôt mettre de l'ordre. Je trouve qu'il y a assez de chaos comme ça. Et donc, toutes ces histoires, j'essaie plutôt de les relier par des fils de pensée. Et c'est vrai que donc je fais aussi des performances où je raconte certaines des histoires des livres, donc de Féerie Générale, par exemple, ou de Chimère. Et quand je suis là, en fait, c'est quand même plus simple. Voilà ce que j'ai remarqué, c'est que si je suis là en train de raconter mes histoires et que je les mets en relation, ça, tout le monde comprend. Mais que parfois, quand c'est dans le livre, il manque une espèce de texture qui fait le lien, alors que pour moi, il y est, mais peut-être qu'il n'est pas assez présent, pas assez charnel, en fait. Mais non, je ne souhaitais pas mettre plus de chaos encore. Je voulais mettre de l'ordre. Le chaos, il est présent d'une certaine manière. Alors, des phénomènes de mise en abîme. Je crois que c'est page 109 où on a le personnage d'un jeune prof chargé d'études à l'université de Bordeaux d'ailleurs, qui fait des cours sur Giorgio Agamben et qui perd complètement ses étudiants qui, je cite, supportaient mal cette description philosophique d'un monde qui vire au cauchemar, qui est le cauchemar économique tel que le décrit Agamben. Si je peux me permettre une transition marabout de ficelle, et on reviendra sur quelques points tout à l'heure avec Emmanuel Pirer, rebondir finalement sur cette histoire du chaos et de l'apocalypse pour
passer le témoin à Mathieu Larnaudy. Quand je disais donc tout à l'heure que à la fin du XXe siècle, on a une rupture avec le modèle du récit économique classique, Les Effondrés, moi, la première lecture que j'en ai faite m'a absolument fasciné parce que le schéma classique est totalement explosé. Le schéma classique qui consistait à décrire la période de l'enrichissement pour pouvoir raconter la ruine qui suit et le retour à l'équilibre. Tout cela n'existe pas dans Les Effondrés, où on commence au milieu de la crise, in medias res. Et c'est une question, Mathieu, mais est-ce que votre tentative poétique, entre autres, consiste à maintenir le lecteur sur la crête de la crise, hein? C'est-à-dire qu'on n'en raconte pas les tenants, les aboutissants, même si ça va venir dans la structure du récit, mais c'est vraiment une expérience esthétique très puissante d'être maintenu comme si on était dans une vague qui roule, sans oxygène et sur la crête. Et on reviendra sur les moyens poétiques, mais est-ce que ça a été un des projets des Effondrés? Oui, vous m'entendez bien là? Oui. Ouais, ça va. Ou je change de micro peut-être? Ouais, peut-être. J'ai l'impression que l'autre, il était... Oui, sur la crête, je ne sais pas. Enrouler dans le creux de la vague, peut-être un peu plus. En tout cas, la métaphore liquide, marine ou peut-être même balnéaire, elle me plaît assez parce que l'un des enjeux du livre était de raconter une sorte de grande dramaturgie ou scénographie qui se donnait sous l'aspect du flux. Et donc l'un des enjeux, c'était aussi de trouver une forme qui soit elle-même une sorte de manière d'épouser ce mouvement fluctuant également. C'est sûr que le livre commence au moment de la crise, effectivement en plein milieu des choses, et à ce moment en plus bien particulier de cette dramaturgie qu'on nous a vendue comme une crise et qui était en fait un petit peu plus clivée que ça, hein. Si on se souvient des événements, on a commencé par parler des subprimes, à voir leurs premiers résultats et puis peu à peu à faire le lien avec l'idéologie des tenants du pouvoir à ce moment-là. Peut-être ces gens justement... Moi, en fait, je voulais raconter la crise du côté donc des puissants, des maîtres et possesseurs, pour reprendre cette expression, et pour le dire vite, peut-être de ceux justement dont on mettrait la tête sur une pique dans un autre moment et dans un autre monde. Et pourquoi le prendre à ce moment-là? C'est aussi parce que c'est un livre qui m'a été beaucoup dicté par des impressions que j'avais avant finalement que cette crise survienne, qui a presque été une sorte de chance pour moi pour pouvoir dire ça, qui était la question de la fin de l'histoire. Et je reviens avec le lien était sur l'Apocalypse. La question de la fin de l'histoire était, comme vous le savez, très importante et prédominante idéologiquement dans les années 80-90, qui sont celles au cours desquelles j'ai grandi. Et elles étaient à ce moment-là teintées d'une espèce de connotation positive. Elles faisaient partie, elles étaient une sorte de chapitre de l'évangile néolibéral, beaucoup relayé par certains intellectuels américains ou autres, eux-mêmes libéraux. Je pense évidemment à Francis Fukuyama qui en a fait le titre d'un de ses essais. Et l'idée de la fin de l'histoire, c'était en somme que dorénavant, l'histoire étant finie, les démocraties de marché n'avaient plus comme vocation qu'à se répéter à l'infini, que nous étions rentrés dans ce processus-là. Processus qui évidemment ne concernait en réalité que très peu de sociétés,
civilisations sur le globe, aller expliquer à des pays où il y avait des famines ou des guerres qui perduraient, ou des soubresauts politiques extrêmement violents qui étaient sortis de l'histoire, c'était quand même assez compliqué, même si on a eu plus tard un président qui a expliqué à d'autres qu'il n'y était pas encore rentré. Mais enfin bon, c'est encore une autre histoire. Oui, mais finalement, c'est la même idéologie. C'est la même idéologie, c'est le revers de la même idéologie. Voilà. Et donc, cette fin de l'histoire, peut-être qu'il y avait au fond, hein, je m'en suis rendu compte après en écrivant le livre, qui est assez peu personnel au fond. Je n'y suis pas présent, il n'y a pas d'éléments biographiques ou autobiographiques du tout. Mais finalement, il était peut-être plus personnel que ce que j'avais perçu au moment où je l'écrivais, dans la mesure où c'était aussi une façon de régler mes comptes de petit individu occidental ayant grandi dans ces sociétés-là, avec cette idée de fin de l'histoire qui, au fond, avait fabriqué une enfance et une adolescence assez terne, assez claustrophobique. Ces 2 décennies étaient pour moi un peu des mauvais souvenirs finalement. Il y a ce livre de François Cusset qui s'appelle La décennie, où il dépeint les années 80 de façon à la fois terrifiante, saisissante et sinistre et très juste. Bon, ben voilà, j'avais sans doute aussi le souvenir de cette fin de l'histoire-là, et la séquence des années 2000. J'allais dire la courte décennie 2000, celle qui a commencé en 2001, le 11 septembre, et celle qui s'est soldée dans la crise financière des années 2007-2008, ça a été comme une espèce de remise en route de l'histoire dans la grande dramaturgie mondiale, globale, universelle. Donc le livre commençait aussi sur cette fameuse crête, parce qu'il enregistrait ce retour-là. Donc, pour le dire autrement, c'était pour montrer qu'on prenait acte de la fin de l'histoire, il fallait qu'on soit déjà en plein milieu de l'histoire. Et que, à mon avis, on ne pouvait pas raconter la crise comme si c'était une dramaturgie qui débutait, qui montait en intensité, et puis qui avait une fin et encore moins une morale. Il fallait qu'on soit directement en plein milieu. Ce qui a beaucoup présidé au choix poétique du livre, à la fois dans la phrase, donc, qui est une grande phrase circulante, passant d'une scène à une autre, et dans son mouvement d'ensemble, qui est une sorte de coupe, en fait, transversale, simultanée, à travers le monde. Et nous, finalement, notre regard, que prend en charge le mouvement du livre, se promène à travers les différents points un peu choisis, un peu sélectionnés, à la fois au hasard et par le biais de mes affinités personnelles, à travers le monde. Voilà. Il y a une sorte de tour de force poétique, hein, dans Les Effondrés, pour justement nous faire, pour multiplier les points de vue sur l'expérience de la crise. Alors les verbes de perception reviennent de manière assez régulière, rythmant le texte, voire de manière presque un peu incantatoire. Il y a un jeu sur la répétition qui est extrêmement très puissant. Et puis il y a alors le livre, je sais, désolé Mathieu, j'ai pas fait un comptage très précis, mais il y a moins de 10 phrases dans le texte. Non, là, vous exagérez. Il y en a au moins Pardon 12. Non, je pense que vous exagérez. Vous m'entendez pas? Bon. Non, je disais, je pense que vous exagérez un peu. Il doit y avoir plus de 12 phrases quand même. Oui, enfin, il n'y a pas de phrases entières, il y en a très peu pour un livre qui fait 180 pages. Donc, on a une espèce de structure dans laquelle, comme ça, on est embarqué, avec des structures cataphoriques, au rebours du sens habituel de la phrase et des propositions, des mécanismes qui retardent sans arrêt l'arrivée de l'information, parce que la proposition principale est sans arrêt repoussée par des subordonnées, conjonctives, etc., qui retardent l'arrivée du message, comme si, au fond, dans ce monde-là de cœur de la crise, il n'y avait pas de sens possible.
Je me permets de vous couper juste parce qu'on avait évoqué justement l'idée que vous lisiez des passages et j'ai l'impression que tu répondes avant ou après. J'ai l'impression que ce serait peut-être le moment de lire. Comme on avait évoqué l'idée de lire des passages, oui, peut-être je pour vous trouve faire, que ce serait le moment idéal de lire un passage. Peut-être pour vous faire quand même un peu entendre de quoi il est question et ce qui vient d'être décrit. Alors, de fait, je ne vais pas pouvoir lire une phrase entière. Mais je vais couper comme ça. Mais je vais quand même faire en sorte que ce soit cohérent avec tout ce qu'on a dit. Je vais prendre ça au moment où je fais le portrait d'Alan Greenspan, l'ancien président de la Fed. Et vous vous souvenez peut-être que au moment où il a fallu commencer à rendre des comptes, il est intervenu, il a été auditionné par le Congrès. Et que, à mon avis, cette image-là est le moment crucial de la crise financière. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu un événement dans cette image et dans ce lieu et dans ce moment-là, dont en plus, à mon avis, c'est encore un autre débat, on pourra éventuellement en parler après, on n'est pas tout à fait sorti. Ça paraît anecdotique, ça paraît mineur et incident, mais je pense que justement cette incidence-là, elle perdure encore aujourd'hui. C'est le moment où il dit, alors que lui, évidemment, était le tenant majeur peut-être de l'application économique de la dogmatique néolibérale émise par l'école de Chicago et par Friedman en priorité, qui était son maître. Et comme vous savez, le principal argument du libéralisme, en fait, c'est de se nier en tant qu'idéologie. C'est de dire, ce n'est pas une idéologie, c'est la seule bonne manière de diriger les sociétés et l'économie, parce que c'est la seule conforme à l'ordre naturel des choses. Il y a toute une naturalisation du libéralisme qui depuis d'ailleurs a été réexplorée par Barbara Stiegler dans un livre récent où elle remonte un petit peu à l'origine darwinienne ou pseudo-darwinienne de cette pensée-là. Et ce jour-là, Alan Greenspan dit, voilà, pendant 40 ans, j'ai appliqué une idéologie et elle a échoué. Et au fond, cette phrase paraît banale, mais le fait même qu'il reconnaisse qu'il était lui le garant d'une idéologie est quelque chose d'énorme. Parce que je pense qu'en réalité, depuis, nous vivons dans une société dont le socle économique, dont le fonctionnement même est dénué de légitimation philosophique et idéologique. Pardon, là je vais un peu loin, mais du coup là je reprends le texte parce que c'est ce moment-là qui est décrit. Face à eux, à cette bande de morveux respectables, lui qui avait été adoubé et salué comme le meilleur gouverneur de la Fed de tous les temps par l'oracle du monétarisme, l'éminence absolue de l'école de Chicago, le professeur de tous leurs professeurs, lui qui avait largement eu le temps et le loisir d'être blasé des réunions tenues et des rituels suivis dans tous les clubs et les sociétés les plus élitistes et fermées de la planète, lui qui s'était, depuis toujours, fait l'apologiste ardent de la main invisible, persuadé de l'évidence de la propension naturelle et bienfaitrice du marché à s'autoréguler, et qui, dans un passé encore tout à fait récent, ainsi que se chargea de le lui rappeler le président du comité de surveillance d'action gouvernementale à la Chambre, qui menait l'interrogation et le scrutait du haut de son perchoir, se penchait sur son pupitre chaque fois qu'il prenait la parole, qu'il posait une question ou demandait une précision, jusqu'à presque coller ses lèvres à la petite boule de mousse noire de son micro, puis se reculait, quand il attendait les réponses du maestro, pour s'appuyer au dossier de sa chaise en fronçant sous les plis attentifs, concentrés de son grand front dégarni, ses sourcils broussailleux, lourd, ou en avançant, dans une mimique nerveuse, sous la barre de moustache grise en surplomb de sa bouche, les grandes dents écartées de rongeur qui conféraient l'aspect outré et élastique de cartoon à ce sénateur affublé par ailleurs d'un nom saugrenu, résultant de l'apposition des mots anglais qui signifient cire et homme, que l'on a donc pu traduire par l'homme-cire ou l'homme de cire, nom qui, avec la laideur exceptionnelle et la grande malléabilité de ses expressions contrastait résolument, à moins qu'on ne pût penser que l'ensemble de sa tête était effectivement taillé dans une boule de cire qui, en fonction des variations de température, se déformait, se liquéfiait ou durcissait, avait affirmé que, citation, « des marchés libres
et concurrentielle était de loin et sans équivalent la meilleure façon d'organiser les économies. Fin de citation. Lui que, pour cette raison même, l'on surnommait très volontiers ces derniers temps non plus tant le maestro que Mr. Bubble, parce qu'il avait laissé se former et prospérer les bulles spéculatives, technologiques, immobilières et financières qui avaient explosé depuis, emportant après et avec elles tout le système, parce qu'il avait, en dépit des dysfonctionnements et des prévisibles conséquences dont s'étaient alarmés pourtant certains des observateurs les plus assidus de son activité et de ses retombées, répondu par une dérégulation accrue aux menaces innervant le marché, se plia dès lors, comme un aspirant à la carrière passant son grand oral, ou comme un criminel auditionné devant un tribunal pénal, à l'injonction de fourbir son témoignage, d'avancer son interprétation des événements et de leurs causes, de choisir précautionneusement ses mots. Aussi, tandis que son visage aux lèvres épaisses et, lorsqu'il parlait, humide, presque retroussé, aux larges lunettes rondes, grossissant de petits yeux myopes et mobiles, rétractés dans leur cavité et animés par des paupières papillonnantes, marquait sa volonté de se rendre parfaitement intelligible, s'efforçait de revêtir la juste formule intermédiaire entre le sourire affable et la gravité circonstanciée, entre la stupeur et la sérénité. L'entendit-on reconnaître, médusé lui-même par les paroles qu'il articulait, que les institutions économiques et celles qu'il avait dirigées en premier lieu avaient traversé, citation, une période de sous-estimation des risques, qu'il avait fait, citation, une erreur en comptant sur l'intérêt privé des organisations, principalement des banquiers, pour protéger leurs actionnaires, c'est-à-dire en restant fidèle à la parole du monétariste de Chicago, lequel affirmait que nous évoluions dans un monde géré par des individus poursuivant instinctivement leurs intérêts propres et que la disposition à exaucer ces intérêts particuliers définissait à terme la meilleure protection qui soit, la meilleure garantie de la pérennité insubmersible du système, et à l'homme de cire qui lui demanda brutalement, avec une feinte candeur qui en d'autres époques l'aurait fait passer pour un illuminé irresponsable ou pour un adolescent rebelle un peu turbulent et provocateur, s'il convenait de ce que sa vision du monde, son idéologie, n'était pas la bonne, ne fonctionnait pas, on entendit le maître répondre, attendez, je vais vous épargner la parenthèse là, oui voilà, répondre que oui, absolument. Il s'était rendu compte que pendant 40 ans, il avait appliqué une idéologie et que celle-ci avait échoué, qu'il avait constaté, citation, une faille dans l'idéologie capitaliste, dont il ne savait pas à quel point elle était significative ou durable, mais qu'il l'avait plongée dans un profond désarroi. Merci, merci. Non, c'est dommage d'avoir coupé la parenthèse parce qu'effectivement... c'est vrai que c'est pas nous qui lisons, mais en même temps, l'expérience d'apnée, moi, quelque chose, enfin, je trouve pas d'autres métaphores, mais est extrêmement importante dans ce texte-là. Hein. On est pris dans une espèce de rythme et avec cette manière très dramatique, on n'entendit que, sauf que on va pas savoir tout de suite ce qu'il faut entendre, ou on va pas voir tout de suite ce qui est proposé à voir, et on est sans arrêt repoussé. Alors ça renvoie aussi à quelque chose qu'évoquait Emmanuelle tout à l'heure, quand elle parlait du continu, de la continuité fictive que tente de créer l'économie, et les discontinuités dont le récit rend compte. Oui, là-dessus, je pense qu'avec Emmanuel, on est parti un peu d'un constat similaire, c'est-à-dire le constat de ce battement entre continu et discontinu, en finalement privilégiant des solutions poétiques complètement différentes, dans le sens où là où Emmanuel a d'abord créé du discontinu, des îlots, comme elle le disait, qui se sont ensuite rattachés par effet d'écho et de relations entre eux à l'intérieur de l'économie du livre. Moi, j'ai voulu au contraire restituer une forme de continuité à l'intérieur, encore une fois, de cette scène simultanée que je décrivais tout à l'heure, mais une continuité alternative par rapport à celle justement qui forme
les interrelations permanentes et ce grand flux continu que peut être l'ensemble des échanges financiers contemporains, pour le dire très rapidement et très vite. Donc c'est vrai que l'un des enjeux de l'écriture, vraiment du livre, c'était de fabriquer, de créer, de chercher une mise en continuité sur ce plan-là. Vous avez parlé d'épopée tout à l'heure et de la dimension épique que se donnait souvent le roman de l'argent au XIXe siècle. Je crois qu'il y a une espèce de tentative de restitution d'une épopée abstraite. Et j'insiste sur le mot abstrait parce que c'est pas pris en charge par un seul personnage qui traverserait, par exemple, l'ensemble de ces scènes. Ce qui traverse l'ensemble des scènes, c'est le regard. Donc c'est une épopée qui passe par une espèce d'unanimité et d'omniprésence comme ça, de regard et de perception, qui est souvent d'ailleurs médié ou médiatisé, puisque c'est souvent les médias aussi qui nous permettent d'avoir accès à cette dramaturgie d'ensemble. Enfin, bon voilà, il y a une tentative effectivement de remettre une forme d'épopée simultanée là-dedans. Et c'est un peu une inversion dans les termes, finalement, épopée simultanée, parce que justement, l'épopée, c'est... Mais il y a la dimension initiatique, quand même, de l'épopée, je crois, dans tout ça. Et pour le dire autrement, c'est aussi essayer d'opposer un jeu d'écriture à d'autres jeux d'écriture, puisqu'il est entendu qu'évidemment la financiarisation à outrance de l'économie, qui est donc concomitante là encore aux années 80 et 90, pour y revenir, elle réduit quelque part l'économie, ou elle transcende peut-être l'économie, dans ce qui est de pur jeu d'écriture, puisqu'elle la désindexe de l'économie réelle. En réalité, c'est ça que produit la financiarisation. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant si on le met, vous parliez d'art économique tout à l'heure, si on le met en relation avec l'histoire de l'art et de la littérature, au fond, cette financiarisation, on pourrait presque considérer qu'elle opère avec l'argent une espèce de vieux rêve moderne. C'est-à-dire, si on entend par moderne, la volonté, l'art pour l'art en fait. Donc, parce que la financiarisation, c'est ça, c'est aussi l'argent pour l'argent. C'est essayer d'aller vers une épuration du signe, vers son essence, sans référent, quoi. Il n'y a plus le référent économique. Donc là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, l'enjeu aussi du livre, c'était de trouver une forme qui rende compte de ça, tout simplement. Sur cette forme d'art pour l'art, on trouve des choses, alors dites dans la langue de Valéry avec ses affaîtries, mais quand Valéry condamne l'inconvertibilité du signe, il parle à la fois du signe monétaire qui est décroché de son référent or et l'inconvertibilité du signe linguistique qui est décroché du réel. Et cette espèce d'autonomisation du signe qui semble s'auto-entretenir soit dans la logorée de la parole, soit dans cette espèce de mouvement automatique de l'argent qui s'auto-renvoie à lui-même, qui est d'ailleurs très présent chez Don DeLillo. Enfin, c'est sans doute une des perversions de la finance moderne dont le livre rend parfaitement compte. Je sais, enfin, perversion, oui, évidemment, de mon point de vue, comme probablement du vôtre, politiquement, on trouve que c'est une perversion. Après, on peut aussi soutenir l'idée que c'est son accomplissement. C'est le destin du signe. Ouais, exactement. C'est là où je voulais dire que c'était peut-être aussi exaucer un vieux rêve moderne à travers ça. Mathieu, vous faisiez le parallèle vous-même entre vos deux démarches, à Emmanuel et vous, qui partent finalement de deux presque à l'inverse. Emmanuel part d'une logique d'archipel et finalement reconstruit du récit, et Mathieu, vous partez d'un récit mais qui va être sans arrêt miné
par des parenthèses, enfin interrompues ou repoussées par des parenthèses. Et au fond, ce qui m'a frappé, et c'est une sorte de point commun, c'est la tension, voire la concurrence qu'il y a dans vos deux bouquins, dans vos deux récits, entre ce qui est de l'ordre de la logique du récit, de cette chose qui avance sur l'axe syntagmatique qui déroule, et la logique de la liste et de l'accumulation. Et on est, alors c'est très net dans Féerie générale, où même l'accumulation des récits qui se mettent en liste finit par nous perdre dans cette logique, et dans Les Effondrés, on a effectivement ce récit qui ne parvient pas, ou très difficilement, à avancer. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez volontairement mis en scène ou qui s'est imposé tel quel? L'un ou l'autre? Oui, l'aspect accumulatif comme ça, qui d'ailleurs, là encore, procède du travail de la phrase elle-même, puisque c'est une phrase qui est aussi, certes, elle est rompue, elle est coupée, elle est incisée dans tous les sens, mais elle est aussi en cascade. Elle s'autogénère presque en permanence jusqu'à faire croître à l'intérieur d'elle-même des espèces de détails qui sont à la fois un souci de précision extrême et puis parfois aussi des temporalisations assumées. Parfois tellement outrées qu'elles en deviennent, je crois, peut-être pas burlesques, n'exagérons pas, mais enfin, des fois, quand je me relis, je trouve qu'il y a un effet comique à cette exactitude outrancière. Donc oui, il y a ce que ça implique, je pense que c'est le sens de votre question, c'est un rapport au temps. C'est un rapport particulier au temps que cette phrase et cette poétique fabriquent, créent, et qui est une suspension, qui est une mise en suspension générale, féerique, je ne sais pas, mais en tout cas globale, ça c'est sûr. Et au fond, c'est ce qu'on appelle crise, c'est moins un événement ou un processus chronologique que cette suspension elle-même. Ok. Oui, il y a beaucoup de récits. C'est vrai, dans Féerie générale, ça fait une accumulation de récits. Parce que à ce moment-là, en tout cas, ça me semblait insuffisant de prendre, par exemple, un récit de vie et de le raconter d'un bout à l'autre. J'ai plutôt l'impression qu'il fallait que je rende compte de plein d'endroits de la société, en fait, de plusieurs couches sociales, et que ce qui m'intéresse, c'est de remettre en réseau des choses, enfin de recréer, alors c'est ce que je ne voulais pas faire au début, mais c'est ce que j'ai refait finalement, de créer des nouveaux réseaux entre des réalités sociales, de mettre en relation la sous-culture et la culture universitaire ou intellectuelle, de mettre en relation des choses qui ne sont pas censées aller ensemble et de refaire société avec ça, en fait. Du coup, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de monde pour refaire cette société. Et d'ailleurs, dans chacun des chapitres, en fait, il y a un peuple. Parce qu'en fait, j'ai cru bon, comme c'était un livre avec beaucoup de monde, déjà de créer des titres de chapitres qui commencent souvent par comment faire, comment être là ce soir, mais le début c'est comment laisser flotter les fillettes, et j'ai fait des petits résumés et j'ai mis aussi, comme on le fait dans les pièces de théâtre, sur les premières pages de chapitres, la liste des personnages. Et donc le premier, par exemple, c'est Roxane, cette petite fille. Ensuite, il y a Cheval, puisqu'elle peignait des chevaux, etc. Il y a des personnages, il y a Lévi-Strauss qui est là, Claude Lévi-Strauss, Umberto Eco, et à la fin, il y a population japonaise. Et en fait, dans chacun des chapitres, il y a une population qui est là. Et à la fin, c'est pour le moment de la finance, c'est population mondiale. Enfin, c'est tout le monde qui est là, la population entière. Voilà, donc c'est en fait, oui, je crois que c'est le but c'est de parler de la société, donc il faut qu'il y ait du monde. Je crois que c'est simplement ça, la raison de l'accumulation de récits.
Est-ce que on peut peut-être entendre un peu la féerie générale, enfin la musique de la féerie générale Oui, je peux lire le début. Alors, comme je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure ou pas, mais oui, donc j'ai dit tout à l'heure que j'avais travaillé pas mal avec les forums internet. En fait, à ce moment-là, il y avait beaucoup de forums, plus que maintenant. En fait, je crois que cet espace de dialogue des gens entre eux sur internet s'est un petit peu effacé par rapport à ce que c'était à l'époque de 2010. Je crois qu'on en voit quand même moins maintenant. Et à ce moment-là, moi, j'avais trouvé que c'était une documentation extraordinaire de pouvoir aller regarder ce que les gens se disent dans le domaine de la plomberie, dans le domaine de la casuistique des jeunes filles qui se demandent si elles peuvent, les jeunes filles musulmanes qui se demandent si elles peuvent porter des talons le jour du mariage de leur cousin, par exemple. Oui, tu peux, mais en fait, il faut mettre quand même des bouchons en liège sous tes talons pour pas que ça fasse clac, clac, clac. Sans arrêt, enfin, des détails en fait de vie qui me semblaient passionnants dans tous les domaines. Et entre autres, donc, je suivais les forums de traders qui discutaient entre eux. Et je trouvais donc cette langue formidable et très énergique. Et je l'ai reprise, donc j'ai copié, collé, pas coupé, non, parce que c'est resté en place, mais copié, collé beaucoup de ces paroles de forum qui innervent la matière du roman. Et entre autres, donc, ces forums de traders que j'ai mis dans les. Donc j'ai repris leurs paroles pour les mettre dans la bouche des enfants de l'école. Ça s'appelle l'école de la finance. Une fois en Europe, il y avait une fille de 9 ans qui était pleine de mystères. Certains disaient qu'elle était butée. Bon, c'était tout de même pas de l'autisme, seulement Roxane restait hermétique, vraiment hermétique au sujet qui ne l'intéressait pas. Elle se refermait et ensuite, il n'y avait plus rien à en tirer. Dans la cour de l'école, les conversations allaient bon train sur la spéculation financière. Et là, typiquement, c'était un sujet dont cette petite fille ne voulait pas entendre parler. Elle ouvrait la bouche, aucun son ne sortait, une vitre en verre ultra épais la séparait des conversations. Elle tournait la tête et allait jouer plus loin. Ses copains se laissaient à chaque fois surprendre par sa brutalité intransigeante. Ils se sentaient jugés, ils avaient l'impression qu'elle n'était pas de leur avis sur la finance ou que carrément elle n'avait pas d'avis. Les enfants étaient d'autant plus surpris par cette réticence qu'ils avaient depuis quelques années pris l'habitude du travail d'équipe. Ils avançaient ensemble. On n'est plus à Wall Street dans les années 80, avait-il coutume de dire. L'époque est finie où on travaillait seul, en psychopathe, où l'instinct, la coque et les individualités menaient la danse. De fait, ils s'entraidaient, s'échangeaient beaucoup d'infos, se faisaient passer graphiques financiers, dépêches de l'AFP et résumés d'articles des Échos ou du Financial Times. Bien sûr, ils étaient encore petits, ils n'étaient qu'à l'école primaire. Aussi, ils ne tenaient pas longtemps avec les analyses vraiment prises de tête. Ils avaient tout le temps envie de déconner. Certains jours où ils avaient du mal à anticiper le marché, ils disaient « Quel après-midi pourri, si ça continue, je vais devoir vendre un de mes apparts à Cannes pour renflouer mes comptes de trading. » Ils avaient besoin de se défouler, même s'ils avaient conscience que le sujet était grave, même si quelquefois ils étaient soucieux et demandaient à la maîtresse « Maîtresse, le but des banquiers, c'est de ruiner tout le monde ou quoi ? » « Juste les petits comme toi, disait la maîtresse. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et eux, ils doivent se faire de gros bénéfices. En plus, expliquait la maîtresse, ils peuvent te fourguer des produits merdiques qu'ils ont inventés et travailler avec des infos privilégiées en utilisant leurs fonds propres. Donc, on ne peut pas lutter, c'est comme ça. Roxane se positionnait ailleurs. Elle refusait d'entendre parler d'analyse financière. Elle voyait bien, évidemment, que la finance s'insinue partout, parmi les gens et parmi les choses. Mais Roxane se tenait à distance et ne se mêlait pas aux conversations. Elle avait placé très haut le niveau d'étanchéité qui lui convenait. Certes, Roxane restait une enfant, elle ne faisait pas vraiment exprès, son comportement n'était pas le résultat d'une longue réflexion. C'était juste son naturel qui était comme ça, rétif. Elle préférait les chevaux à la finance, elle préférait qu'il y ait du vert autour. À peine libérée des obligations de l'école, Roxane prenait ses tubes de peinture, une palette, une toile,
et partait à travers la campagne jusqu'à l'enclos où se trouvait le cheval dont jour après jour elle faisait le portrait. C'était sa manière à elle de se retirer du monde, des conversations financières et des agissements de Goldman Sachs et consorts. Elle avait mis ça au point inconsciemment, elle ne théorisait pas, mais force était de constater qu'elle avait raison. C'était une super attitude. Elle conservait la zone de silence, le sas de néant qu'il faut à tout prix établir et protéger dans les économies mondialisées. Parce qu'ainsi sont les périodes d'économie mondialisée. Dans ce genre de période, tout est lié à l'échelle planétaire. On ressent fortement que les choses spatialement très éloignées sont interdépendantes, qu'on n'est jamais très loin du magma. Dans ce genre de période, il y a un côté agglutinement parfois insupportable. Ce côté « je mange une glace à Santiago et tu frissonnes à Toronto ». Ce côté « tu sautes à Lomé et je rebondis à Taipei ». Ce côté « je lève le bras à Rotterdam et quelqu'un se gratte à Karachi ». Une ambiance réseau, donc, une ambiance tuyau, embrouillée, qui relie un peu tout à n'importe quoi, où on a l'impression de ne jamais être seul 5 minutes. Merci. Alors, un passage entrecoupé, là aussi, du début, de la première féerie, avec ce personnage de la petite fille, petite fille autonome dont vous parliez tout à l'heure. Ce qui est intéressant, enfin, ce qui attire mon oreille là, c'est la manière dont se croisent plusieurs discours, et un peu comme chez Mathieu tout à l'heure, où on entend un discours libéral qui est collé en quelque sorte et qui est repris, le discours général idéologique du libéralisme, et à côté de ça, des paroles qui tentent de s'en libérer. Et la manière dont le récit, finalement, réussit à emmener tout ça ensemble me semble assez intéressant. Alors, ça me renvoie à un point commun, peut-être, qui me renvoie à l'accumulation et à la juxtaposition. Au fond, dans vos bouquins, l'idéologie libérale, elle est explicitement exposée, reproduite, quand c'est Greenspan qui parle, quand c'est la maîtresse qui répète cette espèce de doxa libérale. Et puis il y a une autre manière qui est plus discrète, mais pas moins efficace, qui consiste finalement à reprendre des structures. Et cette logique de l'accumulation dont on parlait, le parallèle est trop tentant, parce que l'accumulation, d'un côté, c'est une figure stylistique qui consiste à faire des listes, et de l'autre, l'accumulation, c'est un des ressorts du capitalisme. Et une autre figure, alors là qui est plus nettement à l'œuvre chez Mathieu Larnaudie, c'est le mécanisme, alors en grammaire on appelle ça la dérivation, c'est le fait d'enchasser des propositions subordonnées les unes dans les autres, comme des poupées gigognes. Or, ce phénomène des dérivations, c'est également le nom que l'on donne à la logique qui a mené à la crise des subprimes. Cette capacité du récit à reproduire de manière sensible, sensorielle, vraiment physique, ce qui fait le libéralisme ou le néolibéralisme, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez pris conscience après coup, qui s'est imposé à vous, ou qui est né dans le geste poétique ? C'est quelque chose... Alors, en tant que stratégie d'écriture, c'est quelque chose dont j'avais tout à fait conscience en le faisant. Et effectivement, en cherchant, comme je l'ai dit tout à l'heure, au fond, c'est un livre qui fonctionne un peu comme d'aucuns appelleraient ça une métaphore structurale, c'est-à-dire la macrostructure du livre, aussi bien d'ailleurs que sa poétique au niveau de la phrase, fonctionne comme métaphore de ce que raconte le livre, de ce que ça dit et de son motif d'ensemble. Donc, effectivement,
J'essayais de trouver une syntaxe, une grammaire, une manière de raconter qui permettent de retranscrire le mouvement décrit et par là de le rendre sensible. Ça, c'était raisonné. La question en le faisant qui m'est venue, c'est pourquoi. Pourquoi faire ça? À quoi ça sert? Quel type d'appréhension de ces phénomènes cela nous permet? Alors certes, ça le rend sensible d'une certaine manière, donc ça permet aussi peut-être de le comprendre, de le saisir de cette façon-là. Mais je crois aussi tout simplement que je l'ai fait pour m'en libérer. C'est-à-dire, pour moi, c'est aussi pour ça que même si cette poétique par petites phrases, par bouts comme ça, la politique libérale, un certain langage managérial qu'on connaît bien. J'ai pas voulu rentrer dans un rapport de mimétisme avec. Il y a des auteurs qui font ça, qui le font très bien. C'est souvent très jubilatoire d'ailleurs. Je pense à Macera, par exemple, qui a fait comme ça des machines de texte très très efficaces, que je lis avec beaucoup de plaisir. Et en même temps, des fois, en finissant les livres de Jean-Charles, j'ai un sentiment de claustrophobie encore renforcé, parce que j'ai l'impression d'être encore plus enfermé dans ce langage-là après l'avoir lu, parce que je me dis, on n'en sort pas, c'est partout, et voilà, et presque en rentrant dans ce rapport de mimétisme, en le reproduisant, il le fait mieux entendre, et pour le coup avec une dimension critique très acide, mais ça nous montre à quel point aussi ce langage-là est omniprésent, et à quel point on est baigné dedans. Là, un peu bêtement, je voulais aussi que l'écriture m'en dégage, c'est-à-dire qu'elle me permette aussi d'entendre autre chose. Pour raconter cette chose-là, d'entendre une autre langue, d'autres procédés poétiques, d'autres flux, d'autres mouvements, une autre manière de considérer la période, enfin voilà, des choses comme ça. Et donc, voilà, je pense qu'il y a cette manière d'écrire ce moment-là, cette crise financière, ça a aussi été dans une certaine mesure un peu une sorte de purgatoire pour me libérer de cette omniprésence. Tout à l'heure, vous parliez du sujet économique. Ben oui, de fait, nous sommes souvent réduits et nous avons souvent été réduits en tant qu'individualité des démocraties occidentales, j'y reviens, à des sujets économiques. Et je pense que lire, écrire, ce rapport-là à la langue nous permet aussi en partie d'échapper à ça. Je laisse la parole à Emmanuel, mais c'est vrai que autant chez Macera, on peut penser qu'il y a une forme d'écriture pastiche, aussi très jubilatoire, et avec par moments le sentiment de so what, qu'est-ce qu'on fait derrière, parce que ça, dans Les Effondrés, il n'y a pas du tout de pastiche. Et on est plutôt confronté à cette langue-là et sommé de l'assumer, et on n'a pas d'échappatoire. Et d'une certaine manière, si on prend le terme de crise, pardon, au sens qu'il a dans la tragédie, ça participe de la catharsis, peut-être, de vraiment se cogner à ce langage-là, et pas simplement de jouer avec. Oui, tout à fait. C'est à ça que je voulais en venir. Bon, après, encore une fois, je peux comprendre aussi ce que... Peut-être d'ailleurs que si Jean-Charles Macera était là, il nous dirait que pour lui, ça a cette vertu cathartique et donc libératrice aussi. Hein. C'est possible. Dans tous les cas, oui, c'est vrai que c'est à la fois une façon de s'affronter directement, j'allais dire, à des vrais morceaux rapportés de ce langage réel-là, à l'intérieur des Effondrés, je veux dire, plutôt que de rentrer dans un rapport de mimétisme un peu transformateur, grinçant. C'est un autre rapport à ce langage-là, oui. On va laisser répondre Emmanuel, et après je propose, si ça vous va, de passer un peu à des questions publiques, parce qu'il ne nous reste pas énormément de temps. Est-ce que ça vous va, Alexandre, ou vous vouliez aussi ajouter quelque chose ?
J'avais juste une question sur la fin de la fin, mais laissons Emmanuel répondre. Je peux répondre vraiment très rapidement. J'ai l'impression que dans la génération à laquelle on appartient, avec aussi Jean-Charles Macera certainement, on est arrivé à un moment où on a grandi dans les années 80 avec l'économie, la finance, etc., qui prenaient de plus en plus de place. Et d'un point de vue esthétique, en fait, on a été conduit à ne pas laisser ça de côté dans l'art, en fait, mais à ne pas faire non plus de l'art pour l'art, mais à utiliser ce qu'on pouvait appeler le langage de l'ennemi, par exemple, et puis à essayer de faire avec ça. En poésie contemporaine, c'est vraiment ce qui s'est passé dans ces années-là, avec aux éditions POL ou Aldante, par exemple, il y a eu vraiment ce travail sur le langage très précis qui était en circulation dans la société, dans l'économie, etc. Donc, moi, j'ai l'impression de faire avec ça, peut-être que maintenant les problématiques sont différentes pour les plus jeunes auteurs, mais donc à faire avec ce langage. Pour moi, Jean-Charles Macera, ça a été des livres vraiment hyper importants, qui m'ont tout d'un coup fait des électrochocs. Faire avec ce langage administratif, municipal, médiatique, faire de l'art avec ça, je trouvais ça vraiment hyper fort. Et donc il y a la langue, et puis il y a aussi le fonctionnement mental, en fait, le fonctionnement mental qui est arrivé aussi avec Internet, de mettre les choses, d'aller de site en site, de surfer, de mettre les choses en relation sans arrêt, de cliquer quelque part sur un détail et puis de voir s'ouvrir une autre réalité, etc. Donc pour moi, il y a ces deux choses qui font l'esthétique peut-être propre à certains de notre génération, voilà, il me semble. Mais donc de faire ça, mais de le transformer, bien sûr, de ne pas garder les choses dans l'état où elles sont, mais de passer par ces endroits-là pour les faire dévier de leur trajectoire initiale et d'en faire autre chose, évidemment. Oui. Moi, juste un dernier mot avant de laisser la parole à la salle. Mathieu a commencé son exposé en disant, sa prise de parole en parlant de la fin de l'histoire, avec un grand H, thèse de Fukuyama, etc. Et j'ai été frappé aussi dans vos deux récits par la fin que vous construisiez. La fin des Effondrés est une fin un peu énigmatique où on a ce personnage qui est face à une bergerie qu'il ne reverrait pas, sur laquelle veillait la ligne brisée des montagnes et le scintillement des neiges éternelles, qui fait un peu écho à la fin qu'Emmanuel, alors qui est plus ambivalente puisqu'il y a à la fois les fourches, mais aussi ce rêve de bonheur montagnard ou de béatitude montagnarde, je parle de mémoire. Et dans la discussion préparatoire qu'on avait eue, ça m'avait effectivement fait penser à la fin des mots et les choses. Les mots et les choses, c'est quand même ce grand bouquin qui réinscrit dans l'ordre des discours la puissance du discours économique, de la science économique, et qui finit sur ces quelques mots, je coupe moi aussi, alors on peut bien parier que l'homme s'effacerait comme à la limite de la mer un visage sur le sable. Et je trouve que vos fins, elles sont dans cet amusement comme ça, et du paysage et de l'homme dans le paysage. C'est des fins ambivalentes, donc je ne vais pas vous demander de trancher, mais là aussi, fin de l'histoire avec un petit H ou un grand H? Oui, ouais, Je me souviens plus. Il y a une fin, ouais, il y a une fin très poétique liée à la montagne. C'est ça, le rêve de montagne. Et puis. Et qui peut pas advenir. Ah bon? Bah oui, parce que le narrateur... on s'en sortait pas mal, il me semblait quand même, dans le bonheur amoureux à la montagne. Je crois que c'était quand même censé être réussi. Je sais plus. Oui, c'est très réussi, mais sauf que c'est suivi par le cauchemar des traders. Ah bah oui, ça fait partie du bonheur à la montagne, le cauchemar des traders, voilà, qui s'annihilent eux-mêmes. Oui, la fin. Bah après la question de la fin, pour y revenir, on revient au début pour parler de la fin.
peut-être justement parce qu'on a été baigné donc dans cette idéologie-là dans notre jeunesse, ça continue d'être quelque chose, moi, qui me travaille beaucoup et qui travaille les différents livres que j'ai écrits après et ceux que je suis en train d'écrire encore, puisqu'on est toujours contemporain de différentes figures de la faim. Il y a toujours des... Benjamin reprenait une phrase de Michelet qui disait chaque époque rêve la suivante. Et de la même façon, chaque époque rêve qu'il n'y en aura pas de suivante. Chaque époque rêve une fin possible du monde. Et quelqu'un qui a 70 ans ou aujourd'hui, on peut considérer qu'il aurait été contemporain, ou même 80 ans plutôt, de différentes figures de la fin. Celles évidemment qui ont eu cours pendant la Seconde Guerre mondiale, la perspective d'une apocalypse nucléaire ensuite. On a oublié quand même la prégnance de cette idée-là de la fin dans toute la deuxième partie du XXe siècle. La fin aussi du monde soviétique, qui a été une fin sur laquelle la fin de l'histoire des néolibérales s'est posée. Donc, en fait, voilà, une personne comme ça qui aurait 80-90 ans aurait vu au moins 6 ou 7 fins du monde consécutives se succéder jusqu'à la définition imaginaire, hégémonique qu'on s'en fait aujourd'hui, qui est une apocalypse écologico-climatique qui est en cours et dont on ne sait pas encore exactement quels seront les résultats, même si on les redoute tous. Donc voilà, donc c'est vrai que cette question de la fin, à la fois m'interroge, me hante, et sa prégnance dans les idéologies avec. Et ça prend place dans le futur, dans le récit qui est en train de s'écrire? Oui, mais comme j'en ai encore pour 3-4 ans, je vais peut-être pas trop anticiper, mais oui, là ça prend même peut-être une place d'autant plus prépondérante que je renoue un peu avec Les Effondrés dans ce que je suis en train d'écrire en ce moment, avec le même type de personnage, pas exactement la même poétique parce que c'est un peu déplacé, la thématique est un peu différente, mais en gros c'est... qu'est-ce que les maîtres et possesseurs font de cette angoisse apocalyptique qui traverse la société actuelle, qui nous hante et qui nous traverse nous aussi individuellement à nos heures. Ok, merci. Boris, je vous laisse la main pour les questions à la salle, peut-être? Oui, merci. Mais encore merci pour toutes ces choses passionnantes. Et on a un petit peu de temps quand même pour avoir quelques questions du public. Qui veut? Alors, Elie Ayash. Oui, bonjour. Juste deux remarques, hein, je ne peux pas m'empêcher de réagir aux traders qui sont tellement conscients de leur état de parasite qu'ils admettent qu'un jour ils vont finir sur une fourche. Je dis ça parce que j'aimerais faire une distinction qui peut-être sera utile pour la suite des débats entre le trader et le market maker. Parce que le market maker, c'est celui qui fait le marché. Je dis ça parce que j'ai été moi-même market maker pendant 10 ans, 5 ans à Paris et 5 ans à Londres. Donc le market maker, c'est celui qui va faire le prix. Parce que quand il n'y a pas de prix, qu'on ne sait pas ce que valent les choses, qui va le faire le prix? Donc c'est le market maker, comme son nom l'indique. Et ce qu'on ne sait pas tous souvent, c'est que quand on invente un prix comme ça dans un milieu incertain, qui est qu'on ne sait pas ce que valent les choses, c'est jamais un prix, c'est deux prix, c'est une fourchette de prix justement. Ça tombe bien que vous parlez de fourchette. Donc le market maker présente toujours un prix acheteur et un prix vendeur. Donc il ne peut pas vous arnaquer parce que il ne sait pas si vous êtes vous-même acheteur ou vendeur. Donc il ne peut pas vous montrer un prix très, très cher parce qu'il est obligé de vous montrer le prix auquel lui-même il doit acheter. Donc son prix est toujours accompagné d'une autocritique. Donc ça, c'est la bourse. Pour moi, la bourse, c'est le lieu sacré parce que la bourse, c'est ça le marché. Pour moi, c'est là où les prix ne reflètent pas sans doute la valeur fondamentale, parce que pour moi, elle n'existe pas, mais c'est là où les prix sont faits par des market makers, donc qui ne sont pas des parasites, mais qui sont là pour bien fournir le prix. D'ailleurs, j'ai été témoin de situations, par exemple en 92, sur la bourse de Londres, où il y avait eu un scandale dans le Parlement italien, où on ne savait pas ce que valait la lire italienne. Donc il y avait des grosses banques comme Morgan qui voulaient vendre mais pour des milliards de contrats futurs, et personne ne se trouvait pour fixer le prix, sauf un trader humain en bourse. Donc moi, j'ai vu de mes yeux le market maker qui a été capable de se mettre face à la banque.
Et ça, aucun algorithme, aucune banque ne peut se mettre à la place de l'individu, donc être humain, situé dans la situation concrète de la bourse, qui lui seul peut faire le prix en étant en situation en bourse. Donc ça, c'est très important pour moi. L'autre chose que je veux dire, c'est que pour réagir à la crise du subprime à ce moment-là, pour moi, la crise du subprime vient du fait que les subprimes n'étaient pas traités en bourse, justement. Il n'y avait pas d'autocritique qui les accompagnait. C'était une bulle spéculative parce que quelqu'un a inventé une formule qui calculait les corrélations de tous ces trucs-là, mais ce n'était pas traité en bourse, donc il n'y avait pas de double prix. À tel point que si vous avez tous vu le film The Big Short, il y a le trader, enfin le scientifique intelligent au début qui est joué par Christian Bale, qui se rend compte que c'est de la folie et qui veut vendre le marché. Donc il, lui, veut faire la critique qui n'arrive pas. Donc il se dit pourquoi ça ne descend pas et qui est obligé d'inventer un produit dérivé. Donc, les dérivés sont quand même des bonnes choses, d'après moi, ça on en parlera plus tard, qui lui a permis de shorter le marché des subprimes et de rétablir l'ordre qui était que ça devait baisser. Voilà, donc j'insiste sur ce côté acheteur-vendeur, parce qu'il n'y a jamais un prix, c'est toujours une fourchette, et le marché, c'est jamais une transaction, c'est le vide qu'il y a à l'intérieur de la fourchette. Parce qu'un prix, c'est déjà le passé, alors que la fourchette, on ne sait pas encore ce qui va se passer, donc ça donne l'espace à l'incertitude, qui est pour moi la chose la plus importante. Merci. Alors, par contre, c'est ce que je racontais l'autre jour d'ailleurs à Emmanuel et Alexandre. Moi, j'ai aussi rencontré des acteurs de ce monde-là, qui par contre, dans leur discours, expliquaient à quel point leur rôle était vraiment fondamental pour la société. Donc, ce n'étaient pas des traders qui avaient un sentiment d'être parasites, mais au contraire d'être très très utiles au monde social. Ce qui était un discours assez troublant, c'est-à-dire. Mais bon, voilà, donc c'est un peu réversible aussi. Une autre question ? Pensez aussi cette histoire de prix à ce que dit encore le trader interviewé par Eric Renard, parce que moi ce qui m'a vraiment frappé, c'est la distorsion entre le réel et les échanges, quoi. Donc il lui explique en lui disant tu spécules sur du blé, du jus d'orange, du pétrole, donc, mais surtout tu ne dois jamais avoir ce produit qui arrive dans ton bureau, donc tu l'achètes, tu le revends, tu l'achètes, tu le revends, tu l'achètes, tu le revends, mais tu ne dois jamais arriver au monde réel, parce que imagine que dans ton petit bureau là on te livre tes tonnes de pétrole brut. Il faut surtout pas que ça arrive. Je trouvais que c'était vraiment marquant, ouais, cet impératif de ne pas être dans le réel, quoi. De ne pas aller jusqu'au réel et de toujours le laisser en dehors du bureau. Merci. Moi, j'ai une question ou une remarque ou question pour Emmanuel Pirer. Ce que vous dites sur votre texte, ça me fait penser aussi au travail de Melinda Cooper, qui est une chercheuse australienne qui a publié un livre qui s'appelle Family Values, et où elle montre en fait que ce qui se passe dans les années 80 avec le développement des marchés financiers, c'est pas seulement le développement des marchés financiers, mais c'est aussi le dépassement d'une opposition entre société et finance, et en particulier entre famille et finance, et où elle montre que c'est l'époque où la famille, notamment elle étudie les États-Unis, va être reconceptualisée et transformée aussi d'un point de vue juridique, et où en fait la famille va devenir un support essentiel de la financiarisation. Elle explique notamment que la famille, c'est notamment aujourd'hui aux États-Unis, c'est le paradis fiscal par excellence, encore plus que les Bahamas ou le Delaware, etc. Parce qu'il y a des baisses d'impôts si vous êtes en famille, il y a des trusts qui permettent de défiscaliser pour ses enfants, etc. Et en fait, ça me fait penser à ce que vous dites sur à la fois la figure à la fois le passage que vous avez lu où il y a ces enfants qui intègrent la finance très, très jeunes, etc. Et en même temps, ce que vous avez dit aussi sur la place du foyer, de la maison dans votre récit, et aussi sur ces figures de petites filles autonomes qui du coup échappent à ça. Je ne sais pas, en fait, il me semble que du coup, votre récit il est très adapté à cette conjoncture-là. Enfin, il répond beaucoup à cette conjoncture-là où la finance a un peu un rapport avec cet environnement du foyer, de la vie quotidienne. Voilà.
Oui, en fait, je pousse un peu plus loin que la manière dont ils existent dans la réalité, des mécanismes qui existent. Et par exemple, à propos de l'école, c'était lié au fait que dans les écoles, alors peut-être que ma fille était petite à ce moment-là et que ça se passait dans sa classe, mais on peut inviter des poètes, mais la maîtresse peut aussi bien inviter un gendarme ou un trader ou bien Coca-Cola ou bien McDo. Enfin, puis il y avait, et je crois à ce moment-là, des interventions, peut-être je ne sais pas si ça se passait en France ou dans d'autres pays, mais la manière de penser que comme les écoles étaient mal financées par les pouvoirs publics, en fait, on pouvait commencer à faire venir des sponsors comme McDo, par exemple, qui pourraient sponsoriser certaines activités. Donc, il y avait quand même quelque chose comme ça qui n'était pas la finance, mais qui était un peu tendancieux, quoi. Enfin, un peu une manière d'aller vers des actions privées qui viennent intervenir dans l'enseignement à l'école, qui me semblait suspecte. Donc c'est comme ça que j'ai poussé à peine plus loin en allant vers le fait de faire venir la finance directement à l'école. Mais c'est vrai que en fait, c'est une réflexion, c'est pour ça qu'il y a la montagne aussi, parce que c'est une réflexion sur la possibilité de la pureté, en fait. Et évidemment, il n'y a pas tellement de pureté, mais il y a quand même, même s'il n'y a pas de pureté, il y a au moins un horizon de pureté espéré parfois. Enfin, moi, je l'ai en tout cas souvent, même si je sais que c'est suspect comme manière de penser les choses. Et donc, en fait, aucune zone de notre vie n'est indemne d'ambiguïté, ou oui, c'est ça, de la famille elle-même. C'est intéressant ce que vous dites, je ne connaissais pas ces théories-là, mais oui, c'est tout à fait ça. On peut avoir une idée protégée de la famille, de la maison ou de l'école, et puis en fait, tous ces endroits-là sont traversés de ce qui fait la société et souvent de l'économie du coup. Une dernière question ou avant la pause? Alors, nous allons faire une pause et reprendre à 15h30. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci Alexandre. Merci à vous.